17h-20h, votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est un jeune philosophe qui participe au débat politique, François-Xavier Bellamy, qui veut renouveler la pensée à droite. Il publie un essai intitulé « Demeure pour échapper à l'ère du développement perpétuel » aux éditions Grasset. Bonsoir François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Vous êtes aussi maire adjoint à Versailles. Des militants qui se réclament du parti majoritaire ont lancé le hashtag « Balance ton maire » pour pointer du doigt les maires qui ont augmenté les taxes locales, mettant ainsi à mal la promesse du gouvernement de baisse de la taxe d'habitation. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Cette initiative est sidérante. Je crois que le sentiment des maires et des élus locaux après la première année de l'ère Macron, c'était celle d'une forme d'abandon. Et bien maintenant, c'est vraiment celle d'une forme de trahison. Parce qu'en réalité... Trahison, carrément ? Bien sûr. En fait, on est en train de clouer au pilori ceux qui tentent de tenir encore la France, ceux qui tentent de faire tenir debout ce pays par le terrain. Et Dieu sait que c'est difficile aujourd'hui. Dieu sait que c'est difficile et Dieu sait que les collectivités ont dû, depuis plusieurs années, tenter de faire avec des budgets toujours diminués par la baisse des dotations de l'État. Évidemment, certaines sont obligées. Certaines communes ont perdu à cause de cette baisse des dotations, à cause de l'augmentation des péréquations, c'est-à-dire des prélèvements que l'État impose aux communes. Certaines communes ont perdu plus de 30 ou de 40% de leurs ressources budgétaires par ce moyen-là. Elles sont donc obligées parfois d'augmenter les taux. Mais vous comprenez aussi que parfois, justement, les citoyens ne comprennent pas. Par exemple, notre auditrice, il y a quelques instants, nous disait « Moi, je comprends qu'on publie cette liste. L'objectif n'est pas de pointer du doigt, mais de savoir qui a augmenté ces taxes locales. » Alors d'abord, je voudrais dire à Marie-Hélène qui parlait tout à l'heure que, évidemment, de toute façon, ces augmentations, elles sont faites en toute transparence, puisqu'elles sont le résultat des décisions des conseils municipaux. Il n'y a rien de caché là-dedans. Et le faire croire, c'est jeter le soupçon sur des maires qui se battent au quotidien sur le terrain. Tout cela est parfaitement transparent et tout cela est parfaitement normal aussi. Je le dis d'autant plus facilement que dans la ville où je suis élu, avec François de Mazières, le maire de Versailles, nous n'avons pas augmenté les taux depuis 9 ans maintenant, donc nous ne sommes pas concernés du tout. Donc. Mais c'est un effort inouï et certaines villes n'ont pas d'autre choix que celui d'augmenter leurs taux et c'est parfaitement normal. Et l'État ne se gêne pas pour augmenter les impôts parfois, bien sûr, et tous les Français le savent très bien. Jeter l'opprobre sur les élus en faisant croire, et c'était le cas de Marie-Hélène, que c'est à cause de la suppression de la taxe d'habitation décidée par le ministre, c'est en réalité créé par un mensonge, une défiance scandaleuse envers les élus. Et pour un président de la République qui se targue de lutter contre le populisme, c'est vraiment absolument scandaleux et totalement révoltant. Allons plus loin parce que vos mots sont forts. Vous dites défiance, trahison. Le président du Parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, avait parlé il y a quelque temps d'un président déconnecté, hors sol, qui n'aurait pas ses racines dans le pays. Est-ce que c'est aussi votre avis ? C'est assez quand même frappant, cette remarque. Non, ce qui me frappe le plus, en fait, c'est le contraste entre la promesse d'Emmanuel Macron au moment de la présidentielle et la réalité de son exercice du pouvoir. Je me souviens que pendant le débat présidentiel, je n'étais pas favorable à Emmanuel Macron, mais j'entendais cet espoir de la part de tous les gens que je rencontrais qui me disaient « Enfin, nous allons en finir avec la centralisation parisienne. Enfin, le pouvoir va être rendu aux Français et nous allons pouvoir décider ensemble. » Cet espoir d'une démocratie plus participative, cette espérance, elle est profondément déçue aujourd'hui par une concentration jacobine, parisienne, centralisatrice, par le fait qu'aujourd'hui nous avons le gouvernement qui décide de tout à Paris pour tout le monde et qui se méfie de tout. C'est la suppression de la taxe d'habitation, je voudrais le dire, c'est vraiment une fausse bonne idée parce que c'est une occasion désormais pour l'État à Paris de décider de l'administration des communes. Or, la capacité que les citoyens ont d'administrer ensemble leurs ressources localement sur les territoires, c'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Mais et nous sommes en train de rompre avec cette tradition. Franchement, François-Xavier Bellamy, est-ce que ça date de ce quinquennat ? Est-ce que ça date d'Emmanuel Macron ? La centralisation, c'est presque une tradition dans notre pays. Vous pouvez la dénoncer, mais ça ne date pas d'il y a quelques années. Mais en même temps, il y avait eu des efforts magnifiques de décentralisation qui avaient été faits dans les dernières décennies. Ils étaient évidemment à poursuivre, à continuer de travailler. On a l'impression en réalité de voir avec le macronisme un retour à ce qu'il y avait dans l'ancien monde de plus caricatural, dans cette concentration parisienne du pouvoir. Et ça ne peut pas être sans effet. Parlons du macronisme, parce que dans votre livre intitulé Demeure, vous dites quand tout va trop vite, quand l'actualité s'accélère, quand la course est quotidienne, vous nous appelez à prendre le temps de réfléchir au but du mouvement. Justement, le macronisme, c'est un mouvement en marche, c'est un slogan et c'est un mouvement. Est-ce qu'il est dénué de sens pour vous, ce mouvement ? Alors effectivement, je crois qu'il y a quelque chose dans notre vie politique qui est en crise et ça, pour le coup, ça ne remonte pas à Emmanuel Macron et je ne voudrais pas en faire la cause de nos difficultés. Nous avons fait du mouvement une espèce de but politique en soi et depuis maintenant quelques décennies, on nous parle de la réforme, de la transformation comme si c'était des objectifs. Mais en réalité, se réformer n'est pas un objectif. La question qui se présente à nous, c'est que faut-il sauver et qu'est-ce qu'il faut transmettre? Et pour pouvoir sauver l'essentiel et pour pouvoir transmettre l'essentiel, il faut sans doute changer beaucoup de choses. On le voit sur la question écologique, par exemple. Le fait de tenter de sauver cette demeure commune qu'est notre terre, le fait de sauver une terre qui demeure vivable pour tous les hommes, ça suppose d'être très imaginatif, très créatif et de beaucoup changer.
mais ça n'est pas un changement dépourvu de sens. Or, ce changement dépourvu de sens qui fait de l'innovation un but en soi, il a inhibé, il a paralysé notre vie politique. Le débat politique en ce moment, il se fracture, vous l'avez remarqué, entre ceux que l'on appelle les populistes et ceux qui sont désignés comme progressistes. Ce tableau, ce clivage, est-ce qu'il résume aujourd'hui, selon vous, la vie politique en France et en Europe? Eh bien, ce clivage, c'est justement ce qui me terrifie et ce qui, je crois, vient empêcher tout dialogue. Il n'y a pas, comme le voudrait le président de la République, il n'y a pas d'un côté des gens qui veulent avancer et de l'autre côté des gens qui ne veulent pas avancer ou qui veulent revenir en arrière. Cette vision est complètement caricaturale. Et je le dis aussi pour ceux qui seraient tentés de se mettre du côté de ceux qui veulent revenir en arrière. En fait, nous sommes contraints de savoir... À bon entendeur, à qui vous pensez? Juste, je précise, parce que certains pensent justement que la droite française, si elle veut revenir au pouvoir, doit s'orbaniser du nom du leader hongrois Viktor Orban. Ce que je crois, vous dénoncez ça, vous dites faites attention? Je crois qu'il faudrait absolument tenter de résister à la caricature que voudrait faire de nous justement cette dialectique entre progressistes et populistes. Et il n'y a pas d'un côté ceux qui veulent avancer et de l'autre côté ceux qui veulent s'arrêter ou revenir en arrière. Il y a, dans notre vie collective, comme dans nos vies personnelles, il y a une incertitude sur les buts à poursuivre, sur la destination à choisir. Et c'est cette incertitude qui fait la vie politique. La question n'est pas faut-il aller vers l'avant, mais la question est vers où faut-il aller ensemble. La question du débat européen, par exemple, auquel on va avoir à faire face cette année n'est pas faut-il choisir l'Europe ou faut-il être contre l'Europe. La question est quelle Europe voulons-nous construire. Et c'est là que commence la vie politique. Oui, mais quand on dit cela, François-Xavier Bellamy, pour le responsable politique que vous êtes aussi, on vous pose une question plus précise. Est-ce que vous êtes pour les frontières? Est-ce que vous êtes pour dire stop à l'immigration? Et donc, et c'est là où justement, c'est là où justement il n'y a pas d'évidence. Le progrès n'est pas quelque chose qui serait écrit à l'avance sur le fil de l'histoire. Il n'y a pas des gens qui sont du côté de l'avenir et d'autres du côté du passé. Ce qui compte, c'est quel avenir nous voulons construire. Et si on parle de la question des migrations, par exemple, oui, je crois que, on le voit aujourd'hui, beaucoup d'enquêtes sont sorties récemment sur les filières des passeurs. Je crois qu'un véritable progrès consisterait à maîtriser nos frontières pour éviter donc à tous ceux qui sont exploités aujourd'hui par les passeurs, à tous ceux qui sont exploités aujourd'hui par les passeurs, de faire cette tentative dévastatrice à la fois pour eux et pour l'équilibre de nos propres pays. Le progrès n'est pas écrit d'avance comme quelque chose qui nous serait dicté et auquel il faudrait se résoudre. Tout à l'heure, quand on vous a présenté, quand Mathieu Béliard vous a présenté, il a dit que vous vouliez renouveler la droite. Est-ce que vous prendrez aussi le même chemin que Laurent Wauquiez, par exemple, qui veut et assume une droite identitaire? Et pour lui, le mot n'est pas tabou. Alors deux choses, d'abord je crois que ce qui compte c'est pas d'abord de renouveler la droite mais c'est de réussir à renouveler en profondeur le débat politique dans notre pays parce que si Emmanuel Macron a vu quelque chose... ambitieux, hein, le oui, défi mais on n'a pas d'autre choix que d'être ambitieux parce que sinon on se dirige vers une crise démocratique absolument décisive. Je crois que ce qui Emmanuel Macron a perçu quelque chose de très juste, c'est que les clivages gauche-droite tels qu'ils existaient étaient au fond un peu épuisés et que au fond, moi qui ai souvent voté à droite, je me sens beaucoup plus de points communs avec des gens qui ont voté à gauche parfois qu'avec d'autres personnes qui ont pu voter à droite. Les vrais clivages ne sont pas ceux du XXe siècle, ils sont ceux du XXIe siècle. Et la deuxième chose, c'est que oui, je crois que nous avons le droit de parler d'identité, de ce qui demeure justement, non pas pour en faire l'occasion d'une fermeture, mais au contraire parce que ce n'est que quand on se connaît soi-même qu'on peut parler à l'autre. Pour conclure, François-Xavier Bellamy, philosophe et politique, c'est une forme de en même temps qui va de pair, que vous appliquez. Il n'y a pas de frontières apparemment. Les philosophes peuvent être politiques, mais l'inverse est plus rare. Vous le reconnaissez? Nous sommes tous appelés à être à la fois philosophes et politiques, j'en suis sûr. Et bien voilà, en même temps, François-Xavier Bellamy, philosophe et politique, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1. Vous êtes l'auteur de ce livre, Demeure, chez Grasset.